Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Sénat 360, voici les titres. Nouveau drame en Méditerranée où un bateau transportant 500 migrants aurait chaviré. C'est en tout cas l'inquiétude du Haut Commissariat aux réfugiés se basant sur des témoignages de rescapés. 4 mois après l'accord sur le climat trouvé à Paris à la COP21 et à la veille de la signature de cet accord par 130 pays à l'ONU, nous débattrons du bilan de cette COP21. Une carte de France des victimes des pesticides, c'est l'initiative d'une association qui s'appuie sur des témoignages de riverains, de champs traités et de professionnels pour dresser ce constat. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Comme chaque jour, nous serons en direct de la salle des conférences du Sénat pour recueillir les réactions sénatoriales à l'actualité avec Saveria Rojek. C'est le multiplex de Sénat 360. Je vous le disais en titre, un nouveau drame se serait produit en Méditerranée, faisant 500 victimes parmi les migrants tentant d'atteindre l'Europe, selon les témoignages de rescapés. Pour en parler, on va tout de suite en salle des conférences où Saveria Rojek se trouve aux côtés de Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste représentant les Français de l'étranger. Jean-Yves Lecomte, bonjour. Alors ce nouveau drame en Méditerranée, 500 morts. L'accord entre l'Union européenne et la Turquie a été mis en place depuis 1 mois maintenant. Est-ce qu'on a eu raison de fermer la porte d'entrée de la Grèce ? Je pense que la question comme ça, c'est difficile de répondre. Difficile de répondre qu'on ne pouvait pas laisser continuer à laisser partir de Turquie avec autant de dangers des milliers de personnes tous les jours. Toutefois, les conditions dans lesquelles les choses se passent aujourd'hui sont profondément choquantes. À la fois en termes de renvoi d'expulsion collective, de non-respect des procédures de demande d'asile en Grèce, parce qu'ils ne sont pas capables tout seuls de faire face, et puis à la situation en Turquie elle-même, qui est très compliquée. Voilà, la situation des mineurs, justement, dans les camps. La situation d'une manière générale. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que l'Union européenne, qui n'est pas capable de recevoir 1 million de réfugiés par an, alors que la Turquie en reçoit plus de 2 millions, est quand même assez mal placée pour faire la leçon à la Turquie. Toutefois, il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe aussi dans ce pays, la Turquie. Il y a un certain nombre d'enfants syriens qui travaillent, qui sont exploités dans les champs, dans un certain nombre de villes à la frontière syrienne, dans des conditions qui sont absolument déplorables. Est-ce qu'il est légitime de pouvoir accepter que l'Union européenne renvoie vers la Turquie, lorsqu'on sait dans quelles conditions les personnes y vivent, des gens qui viennent chercher refuge en Europe? Je ne pense pas. Donc vous pensez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que cet accord était un mauvais accord? C'est une mauvaise solution? Je crois qu'on doit trouver une solution avec la Turquie, mais avec des objectifs communs avec la Turquie. Et pas parce que, à la fois, Mme Merkel d'un côté, M. Erdogan de l'autre, estiment que, pour leur intérêt vis-à-vis de leur opinion publique, il faut qu'il y ait un accord entre la Turquie et l'Allemagne, et donc entre l'Union européenne et la Turquie. Alors par ailleurs, en plus, avec l'arrivée du printemps des beaux jours, l'Italie, tout le monde craint un afflux massif de migrants. D'une manière générale, si on pense que la situation des personnes qui sont en demande de protection et qui est actuellement en train d'augmenter compte tenu de la situation géopolitique au sud de la Méditerranée et au Moyen-Orient, ne peut se régler qu'en mettant des frontières étanches, on va dans le mur. Les frontières ne seront jamais étanches. Si une route est bloquée, une autre s'ouvrira parce que les conditions sont telles que de toute façon les gens sont prêts à tout, dès lors qu'ils de toute façon ils savent que leur vie est menacée. C'est ce que disait Hubert Védrine hier, qui s'exprimait sur la question, que le système disjoncte car il n'a pas été pensé pour ça. On a trop élargi Schengen et aujourd'hui on ne peut pas, il n'est pas matériellement possible de fermer ses frontières. C'est pas une question d'avoir élargi Schengen. La question de l'élargissement n'a rien à voir avec son approfondissement. Il faut arrêter en France de penser que le débat était entre l'un et l'autre. Je n'ai jamais vu en Europe qu'on élargisse sans approfondir en même temps. Le problème, c'est qu'on a conçu le système, les principes même du système, comme si on était toujours en période calme. Or, il se trouve que non, on n'est plus en période calme et qu'il faut aujourd'hui revoir le système pour que, finalement, au lieu d'un système où chaque État est responsable de sa propre frontière extérieure, lorsqu'il en a une, avec le reste du monde, dans l'espace Schengen, il y ait donc plus là, de solidarité entre nous. Vous évoquez l'idée un peu des garde-côtes européens. C'est une idée sur laquelle réfléchissent les États européens depuis quelques mois déjà. L'idée, effectivement, c'est de dire que sur un certain nombre de sujets,
il y a besoin de plus de supervision commune et plus de solidarité. Un dernier mot très rapidement. Lundi prochain, il y a une réunion qui se tient entre Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel, David Cameron et Matteo Renzi à Hanovre. Bien sûr sur la question de la Libye, sur la question migratoire. Est-ce qu'on peut attendre des annonces sur cette question des migrants? Je pense qu'il ne faut pas en attendre. Je ne vois pas comment il pourrait revenir quelque chose directement de ce type de sommet sur la question migratoire. Ce qu'il faut attendre de ce sommet, c'est des positions de fond sur la situation géopolitique qui est le creuset de la raison de cette situation de besoin d'exil, de besoin de protection. Résoudre la crise en Libye, résoudre la crise en Syrie. C'est sur le fond, c'est sur les situations géopolitiques, sur la capacité finalement des quatre puissances qui, en tout cas la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui ont eu un rôle majeur en Libye et qui portent en partie la responsabilité de la situation actuelle. D'ailleurs, M. Obama l'a reconnu. Et donc, il est essentiel qu'aujourd'hui, les pays qui ont participé finalement à une déstabilisation, même si c'était pour des raisons humanitaires au début, prennent aujourd'hui les moyens pour essayer de faire en sorte que la situation en Libye se stabilise. Mais une chose est de régler sur le fond la question libyenne ou la question syrienne, une autre est d'avoir d'autres outils pour pouvoir répondre de manière plus correcte et de manière avec humanité à la question migratoire. Très bien. Merci beaucoup Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci Saveria. Ne vous taisez pas, c'est l'appel lancé par l'association Génération Future qui publie une carte des victimes des pesticides en s'appuyant notamment sur les témoignages de riverains de champs traités aux pesticides. Les détails avec Géraldine Bavoilo. Des cours de récréation sous un nuage de pesticides, des riverains d'exploitation enfermés chez eux pendant les traitements des champs. L'association Génération Future publie une carte édifiante. En bleu, les témoignages des professionnels et en orange, ceux des riverains. La France est le pays qui utilise le plus de produits phytosanitaires ou pesticides en Europe. Il n'y a pas de réglementation sur les distances entre les champs traités et les habitations. La loi exige seulement des agriculteurs que les produits restent sur leurs parcelles, une précaution difficile à mettre en œuvre. Ce qui nous inquiète, c'est la dérive de ces produits directement sur nos habitations, directement sur nos zones de vie, des produits qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant susceptibles d'être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et dont on connaît aujourd'hui les effets sur la santé. Le débat est juridique, mais pour les médecins, il doit aussi être sanitaire. Les riverains touchés décrivent des maux de tête, saignements ou plus grave, des problèmes de fertilité. Le plan Ecophyto lancé par le ministère de l'Agriculture prévoit de diviser par 2 l'utilisation des produits phytosanitaires. Tout produit reconnu comme perturbateur endocrinien serait retiré du marché. C'était en 2009. Sauf qu'après, il a fallu définir quels sont les critères pour être définis comme perturbateur endocrinien. Ça devait être fait en 2013. On est en 2016, en avril 2016. Vulnérable, c'est aussi le sentiment de Dominique Marchal. Il est le premier agriculteur à demander à la justice de reconnaître un lien de causalité entre sa maladie et les pesticides. En deuxième instance, il a été débouté de sa demande. Le 12 décembre dernier, l'accord de Paris venait conclure une COP21 historique. Demain, à l'ONU, 130 pays signeront officiellement cet accord. Avant de débattre du bilan de cette COP, la France est-elle exemplaire en matière de lutte contre le réchauffement climatique? Élément de réponse avec Maud Roubaud. C'était le 12 décembre dernier. La France parvenait à mettre le monde entier d'accord sur des engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Et à la veille de la signature officielle de ce texte, le gouvernement s'en félicite encore. Dès demain matin, nous signons la charte à l'ONU sur la COP21 et les réalisations. Tout le monde entier crédite François Hollande et Laurent Fabius, Ségolène Royal de cette réussite. Vous avez vu que Ségolène Royal a sorti les décrets pour justement accélérer les choses en matière d'énergie renouvelable. La semaine prochaine, la conférence environnementale devrait poser les jalons de la future programmation pluriannuelle environnementale. La CGT a déjà annoncé qu'elle ne participerait pas aux discussions. Ça suffit la mascarade. Aujourd'hui, parlons des véritables sujets. On ne parle pas d'industrie à la conférence environnementale. On ne parle pas de transport, premier secteur émetteur des gaz à effet de serre. Parlons vraiment des choses qui sont au cœur des enjeux. Sans aller jusqu'au boycott, les organisations de protection de l'environnement craignent de ne pas être entendues.
Si jamais les propositions qui sont sur la table, sur Notre-Dame-des-Landes, sur le nucléaire, sur la fiscalité écologique, sur le financement de la transition, n'étaient pas retenues dans le cadre des 2 jours de débat que nous allons avoir, eh bien nous en tirerons des conclusions. Ces conclusions, c'est que ça aura été une conférence environnementale pour rien. Pour la société civile, le temps presse pour tenir les objectifs fixés par le gouvernement. Et pour parler du bilan de la COP21, j'accueille sur le plateau mes invités. Bettina Laville, bonjour. Vous êtes fondatrice du Comité 21, un réseau d'acteurs du développement durable. Christian Depertuis, vous êtes professeur à Paris-Dauphine et co-auteur du livre « Le climat à quel prix ?» aux éditions Odile Jacob. Et enfin Jean-Louis Etienne, explorateur notamment des pôles nord et sud et à ce titre un grand observateur des effets du réchauffement climatique. Alors, Jean-Louis Etienne, le 12 décembre dernier, le monde entier s'émerveillait de cet accord qui a été trouvé. 4 mois après, est-ce que les choses continuent de bouger ? Oui, il faut quand même se rendre compte qu'on est en train de changer le monde dans sa globalité. C'est un travail colossal. Et c'est la première fois que l'ensemble des pays essayent de se mettre d'accord sur quelque chose qui est contraignant. C'est pas on est d'accord sur un principe, on va faire les choses. Là, on est en face des conséquences du changement climatique. Donc chaque pays est concerné. Donc ça a été acté, c'était pas parfait, mais ça amène quand même l'ensemble des pays à venir. Ce que j'ai aimé, moi, c'est que les pays viennent avec une feuille de route. Donc chaque pays sait ce qu'il a à faire. Donc c'est un deuxième volet aujourd'hui qui suit normalement cette signature qui était une très bonne chose. Bettina Laville, il y a les États, mais il y a tous les autres acteurs qui font bouger les choses. Est-ce que là aussi, cette COP21, elle a impulsé quelque chose ? Oui, je pense que c'est la grande nouvelle en fait de la COP21, parce que auparavant, toutes les organisations non gouvernementales, les entreprises et les collectivités locales accompagnaient ou pas, au début il y avait un temps très peu, ou alors accompagnaient comme critique, je pense évidemment aux ONG, le mouvement. Là tout le monde s'est mis ensemble. Alors c'est très important parce que contrairement à ce que dit Jean-Louis, je ne pense pas que cet accord soit contraignant. Non. Il y a très peu de choses de contraignantes. Si vous voulez, l'accord est formé de 2 parties. Il y a un texte qui donne les grandes lignes de l'accord, qui est le texte diplomatique, où les États-Unis ont bien veillé à ce qu'il n'y ait pas trop de choses contraignantes. C'est d'ailleurs bien, parce que si c'était trop contraignant, le Congrès des États-Unis ne ratifierait pas l'accord. Et puis il y a d'autre part l'autre partie où il y a plus, je dirais, de grain à moudre. Et ce grain à moudre, c'est justement la société civile, avec ce qu'on appelle l'agenda Lima Paris, avec tout l'agenda des solutions qui doit être mis en place. Et tout le monde est très actif, les entreprises ont énormément changé sur ce sujet, mais surtout les collectivités et toutes les grandes villes du monde, par exemple, ont pris des engagements. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé à la COP21. Christian Depertuis, cette transformation, elle a forcément un coût. Pour l'instant, est-ce que c'est rentable pour les entreprises de prendre le virage de la lutte contre le réchauffement climatique ? Alors, pour revenir sur l'accord, je pense que cet accord crée un cadre. Et ce cadre, il est évidemment tout à fait intéressant parce que pour la première fois depuis le début de la négociation, qui je le rappelle démarre quand même en 1990, on a réussi à mettre tous les pays dans ce cadre. Maintenant, et on s'est mis d'accord sur des intentions non contraignantes. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur des instruments pour pouvoir avancer et pour pouvoir coopérer. Et dans ces instruments, il y a des instruments qui concernent ce qu'on appelle la mesure et la vérification, donc des instruments de contrôle qui sont très importants. Aujourd'hui, une grande partie des pays qui ont adopté l'accord, en réalité, ne sont pas dans un système où ils acceptent qu'on contrôle et qu'on vérifie leurs émissions. Donc ça, c'est primordial. Quel que soit l'accord international sur lequel on est, s'il n'y a pas un système de contrôle et vérification, on reste sur des généralités. Le deuxième type d'instruments sur lequel il faut se mettre d'accord, ce sont les instruments économiques et financiers. Et de ce point de vue-là, l'économiste pense que tout reste à construire. Car sur le plan économique et financier, il faut à la fois donner une valeur économique à la protection du climat. Cette valeur économique, ça passe par une tarification du carbone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers une économie dans laquelle on associe à chaque émission de gaz à effet de serre un coût
le coût du dommage climatique. Et il faut qu'on utilise ce prix du carbone pour trouver une nouvelle source de financement et financer les transferts internationaux qui doivent atteindre au minimum 100 milliards de dollars par an en plus à partir de 2020 et à partir de 2025, d'après le calendrier de l'accord, beaucoup plus. Jean-Louis Etienne, après les bonnes intentions, l'action, du coup, c'est ça, il faut aller plus loin que cet accord, le dépasser finalement, ce n'est qu'un point de départ. Alors je rebondis sur ce que disait Bettina. La ville a tout à fait raison, c'était un accord non contraignant et il a été signé parce qu'il était non contraignant. Ce que je veux dire, c'est que les États maintenant entrent dans une contrainte. Oui, ce cadre est une contrainte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. L'accord était non contraignant, mais aujourd'hui, face à la mise en œuvre des solutions, ça devient contraignant. Dans les solutions, on a les propositions techniques, bien sûr, il va falloir les regarder, l'évolution des émissions par pays. Il y a quelques semaines, il y a trois grandes nations qui s'occupent de satellites, dont le CNES en France, sont mis d'accord pour coordonner leur surveillance par satellite des émissions de CO2. Il y a déjà 3 satellites qui sont opérationnels, qui sont capables de détecter les émissions de CO2, de méthane, je dirais localement. Et donc, c'était un accord, c'est un outil qui est intéressant, qui va permettre depuis le ciel, si vous voulez, de surveiller, d'espionner, de regarder, et ils vont essayer d'harmoniser leurs mesures pour avoir vraiment des réelles valeurs. Bettina Laville, on va revenir sur les entreprises, cette société civile qui doit se mettre en marche. Les investissements n'ont jamais été aussi importants dans la transition écologique, en tout cas dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus vite ? Alors, ça va aller de plus en plus loin. Tout simplement parce que, avec les entreprises, il y a des gens extrêmement importants qui se sont mis à la tâche, ce sont les fonds d'investissement. Et c'est vrai que l'ensemble des fonds d'investissement aujourd'hui produisent des règlements qui font qu'ils ne veulent plus investir, enfin en tout cas beaucoup, dans des activités polluantes. Et bien entendu, tout le fonctionnement économique, je parle sous le contrôle de Christian, fait que si les entreprises n'ont plus d'argent pour investir dans les activités polluantes, ne peuvent plus se refinancer dans des fonds d'investissement, bien entendu, elles-mêmes changent également leur processus et leur production. Donc ça, c'est vraiment très très important et c'est pour ça que le sommet, le Business Summit qui s'est passé en mai dernier, c'est-à-dire juste avant la COP21, a été considérable parce que les entreprises ont pris des engagements, mais aussi les fonds d'investissement. Par ailleurs, je pense que les entreprises sont de plus en plus sensibles aux risques et surtout d'ailleurs le secteur des assurances, bien sûr, que revêt le changement climatique. Et par conséquent, dans l'ensemble de leur stratégie, intègre ces risques. Donc oui, il se passe vraiment quelque chose, et en particulier tout ce qui concerne l'économie circulaire, etc. Christian de Pertuis, justement, vous avez évoqué un coût du carbone. C'est une forme de fiscalité écologique. Les citoyens, y sont-ils prêts ? Quand on a voulu mettre en place l'écotaxe en France, tout le monde s'est levé. Les entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes à payer un prix pour le carbone ? Tout le monde ne s'est pas levé contre l'écotaxe. Une certaine partie de la population s'est levée et a bien fait relayer du reste par les médias. Mais je rappelle que des régions entières réclamaient et continuent à réclamer l'écotaxe. L'Île-de-France le réclame actuellement. Donc c'est un tout petit peu schématique. Et on a quand même introduit en France une taxe carbone. Bon, alors je crois que la bonne question est la suivante. Évidemment, s'il s'agit de mettre des taxes supplémentaires ou des systèmes de marché des quotas qui vont revenir au même, personne n'en veut. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de déplacer des taxes. Il s'agit de réduire des taxes qui pèsent aujourd'hui sur le coût du travail, qui pèsent aujourd'hui sur le coût du capital, et de créer une taxe qui pèse sur la pollution. C'est ça la fiscalité écologique. Ça ne consiste pas à rajouter des taxes, ça consiste à transférer des taxes qui, aujourd'hui, pèsent sur la compétitivité économique vers des taxes qui, demain, doivent peser sur la pollution. Et c'est ça l'instrument économique privilégié pour faire la transition. Car tant qu'on n'a pas développé cet instrument économique privilégié, on met les entreprises dans des situations très inconfortables. Aujourd'hui, avec le prix des fossiles que nous avons, c'est pas rentable de faire fonctionner un système de chauffage avec du bois. C'est beaucoup plus rentable de prendre le gaz, si vous voulez. C'est ça la réalité économique, je suis navré de le rappeler.
J'ajoute un point pour compléter ce qu'a dit Bettina. Je crois qu'effectivement, une transition est en cours dans le monde économique européen. C'est beaucoup moins clair aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a pas du tout ce virage dans le monde du business. C'est encore moins clair dans les pays émergents. Or, quelle est la question clé pour faire cette transition climatique? Elle est double. Comment faire muter très rapidement l'économie des pays émergents, qui aujourd'hui est devenue l'épicentre de l'économie mondiale, et comment faire avec les économies productrices et exportatrices d'énergie fossile. Je ne dis pas pétrole uniquement, je dis énergie fossile. Car ce qui est de tout à fait nouveau dans la grande transition que vous décrivez, c'est que nous avons beaucoup trop de fossiles exploitables. Dans les années 2000, on a énormément investi dans l'exploration de nouvelles sources fossiles, aux États-Unis et ailleurs. Dans les 20 ans qui viennent, il faut qu'on renonce à une partie de ces fossiles. Et donc il faut absolument mettre tous ces nouveaux acteurs dans une communauté d'intérêt pour réduire au plus vite ces émissions. Jean-Louis Etienne. Notre ennemi numéro 1 pour le climat, c'est le charbon. C'est celui qui émet 3 fois plus par rapport au gaz. Et en France, le charbon, c'est Renault qui chante les corons, c'est les musées de la mine. On a l'impression que c'est passé, alors que c'est l'énergie principale qui fait tourner la planète. La Chine, enfin le Brésil, l'Inde, tous ces pays marchent au charbon. Et là-dessus, la Pologne, l'Allemagne. L'Allemagne, 54% de l'électricité en Allemagne est produite avec le charbon qu'ils achètent aujourd'hui aux États-Unis, parce que les États-Unis sont passés au gaz de schiste. Donc là, il y a un problème. Le pétrole, ça sera plus compliqué quand on sait que 100% de l'économie repose sur le transport. Et presque 95% du transport repose sur le pétrole. Donc là, c'est surtout avec le prix du pétrole. Surtout avec le prix du pétrole, ça va être compliqué, mais comme sur le charbon. Et pour rebondir sur ce que disait Bettina, on voit des banques aujourd'hui, des fonds d'investissement qui sont riches, comme les Norvégiens par exemple, qui se détournent du charbon. Parce que ça a une mauvaise image. Donc là, il y a un relais économique qui est en train de se mettre en place parce que le charbon est vraiment monté du doigt. Bettina Laville, on l'a évoqué, le rôle des pays émergents, c'est bien là que va se jouer la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, évidemment, avec des situations très diverses. Par exemple, en Chine, l'objectif de lutte contre le réchauffement et la diminution de la production au charbon est inscrite dans le nouveau plan de manière extrêmement claire. Donc ça, c'est un très très bon signal. En même temps, ils sont obligés de continuer à construire des centrales au charbon, tellement la population est importante. Au Brésil, par exemple, en ce moment, il y a une grande incertitude. Le Brésil était déjà moins allant dans l'ensemble de la négociation sur Paris, sur l'accord de Paris qu'on aurait pu le croire, avec des différences internes. Étant donné en ce moment l'instabilité, le problème, si vous voulez, c'est que à chaque fois que vous avez dans un pays des troubles, eh bien, le pays oublie, évidemment, c'est valable pour toutes les nations, le long terme. Or, pour faire la transition, il faut toujours ne pas rater, si j'ose dire, les actions de court terme, mais toujours avoir un regard sur le long terme. Et ça, dans notre monde, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. L'Inde, par exemple, a un énorme plan solaire qui a été beaucoup célébré à Paris en décembre, etc. Mais en même temps, refuse toute espèce de mesures, de contraintes, etc. Et d'autre part, a été sûrement un des pays les plus durs pour enfin lever le doigt à l'accord de Paris. Christian de Pertuis, ces pays en développement, il faut les aider à faire cette transition écologique. Je voudrais peut-être dire un mot des pays moins avancés. Oui. Vous avez à l'heure actuelle dans le monde 1,2 milliard d'habitants qui vivent dans des pays à très bas niveau de revenus, où 70% de la population n'a pas accès à l'électricité. Ça n'a aucun sens de vouloir les intégrer dans un accord climatique en leur apportant une nouvelle contrainte. Il faut évidemment trouver les moyens de simultanément leur donner des ressources supplémentaires pour pouvoir s'adapter aux impacts du changement climatique, car en plus ce sont les pays qui ont souvent les impacts les plus sévères du changement climatique, et leur donner les moyens de s'orienter vers un nouveau sentier de développement qui ne reproduise pas celui que nous avons fait. Car si ces pays
quand ils vont rentrer dans la phase de développement, reproduisent le schéma de développement que nous avons fait. Les gains d'émissions qu'on va faire, nous, c'est eux qui vont... C'est des vases communicants. Donc ça, c'est un problème essentiel. Il y a des signaux positifs. Je pense par exemple à la capacité qu'on a aujourd'hui à utiliser l'énergie solaire pour développer l'accès à l'énergie et l'accès à l'électricité dans notamment l'habitat dispersé et les zones rurales en Afrique subsaharienne et dans un certain nombre de pays d'Asie centrale. Mais il faut beaucoup de moyens là-dessus. Or, jusqu'à présent, on a fait des promesses, les fameux 100 milliards de dollars. Et quand on regarde de près, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que, généralement, l'argent qu'on appelle aujourd'hui de l'argent au titre du changement climatique, c'est de la reconversion de l'aide publique au développement existante, si vous voulez. Donc, il faut vraiment être conscient que... Pas tout, c'est un tout petit peu meilleur qu'avant. C'est un peu moins mal qu'avant. On ne va pas rentrer dans le débat sur les chiffres, Bettina, mais quand même, il faut qu'on trouve une nouvelle ressource, qu'on dirige massivement vers ces pays moins avancés pour... les adapter immédiatement aux impacts du changement climatique et deux, les aider à avoir un accès à des systèmes énergétiques qui directement seront des systèmes énergétiques propres. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et en même temps, les aidant pour l'adaptation. Parce que de toute façon, nous aurons un réchauffement. Et l'adaptation est peut-être ce qui est un peu oublié dans l'accord de Paris. Et j'espère beaucoup que cet oubli sera rattrapé à la conférence de Marrakech, à la COP22. Parce que nous espérons tous que l'accord de Paris sera respecté avec le 1,5 degré, 2 degrés maximal. Mais enfin, pour l'instant, la somme de tous les engagements des États, ça fait plus de 3 degrés. Et donc l'adaptation est extrêmement importante. Sur l'adaptation, Jean-Louis Etienne, il faut vraiment changer de prisme, arrêter de penser pour son propre État, mais penser pour la planète maintenant. Oui, on pense tous pour la planète, mais la mise en action de... Chaque État défend encore ses intérêts ? Il faut comprendre une chose, c'est pour ceux qui nous écoutent et pour tous, c'est que la machine climatique, elle a une énorme inertie. C'est une fièvre chronique qui court. Une fébricule, on appelle ça en médecine, 0,8 degrés en un siècle, ça ne se perçoit pas. C'est une valeur scientifique, donc on a tendance à se dire il va falloir qu'on s'en occupe. Et ça a une telle inertie que si on veut avoir des résultats dans un demi-siècle, il faut mettre les mesures en œuvre dès aujourd'hui. Et c'est ça sans arrêt qu'il faut mettre sur la table. C'est une nécessité d'agir dès aujourd'hui. Bettina Laville, je rebondis sur ce que vous avez dit juste avant, la COP22. Après la COP21, l'accord de Paris, ça ne s'arrête pas là. C'est chaque année, il va falloir revenir à la table de négociation, remettre des nouveaux points sur la table ? Alors, ce qui est bien, si vous voulez, c'est que ça ne s'arrête jamais. Je veux dire, les conférences climatiques, et ceci vaut pour le siècle. Alors, la conférence, la COP21 et l'accord de Paris donnent 2 dates. La date la plus importante, c'est 2023, parce que c'est là qu'on aura une première mesure de tous les engagements des États, une fois, comme Jean-Louis l'a dit, qu'ils auront été un peu unifiés. C'est-à-dire que là, tous les États ont rendu une copie, mais avec des méthodes tout à fait différentes. Donc, on ne peut pas exactement... Alors, c'est tout à fait important parce qu'ils ont fait cet effort et finalement, certains ne l'avaient jamais fait. Mais, et la plupart d'ailleurs, il faut bien le dire. Mais aujourd'hui, il faut savoir exactement à quoi correspond, à quelle mesure correspondent, à quelle mesure d'augmentation de chaleur correspondent les efforts qu'ils proposent, etc. Ou plutôt, en l'occurrence, de diminution de chaleur. Et donc là, si vous voulez, vous avez évidemment toutes sortes de négociations. Il y a aussi une autre date importante qui est 2018, parce que l'accord de Paris demande au GIEC, c'est-à-dire au groupe de scientifiques sur le climat, de voir à quelles conditions le 1,5 degré qui est dans l'accord est possible. Alors, le GIEC l'a déjà dit d'ailleurs, en fait, on s'en souvient pas, mais il va le redire avec des mesures, comment dirais-je, nouvelles. Donc il y a 2 choses importantes. Et après, oui, il y aura la COP23, la COP24, parce que à partir du moment où l'accord, enfin la seconde partie de l'accord est non contraignante, c'est, comme vous l'avez dit tous les deux, une feuille de route. Et une feuille de route, eh bien, ça a des rendez-vous annuels. Évidemment, nous évoquerons ces futurs rendez-vous. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Il est 15h30 et vous regardez Sénat 360. Tout de suite, le rappel des titres de ce jeudi 21 avril.
Nouveau drame en Méditerranée où un bateau transportant 500 migrants aurait chaviré. C'est en tout cas l'inquiétude du Haut Commissariat aux réfugiés, se basant sur des témoignages de rescapés. 4 mois après l'accord sur le climat trouvé à Paris lors de la COP21, nous venons d'en parler, à la veille de la signature de cet accord par 130 pays à l'ONU, la France est-elle en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique? On en parle dans ce journal. Et c'est demain le coup d'envoi officiel des primaires de la droite et du centre, avec notamment le lancement des formulaires de parrainage de parlementaires, indispensables aux candidats pour concourir. Pour parler des primaires, nous recevrons Olivier Duhamel, auteur du livre La primaire pour les nuls. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Dans cette édition, nous irons rejoindre Savaria Rojek en salle des conférences du Sénat pour des réactions sénatoriales à l'actualité. C'est le multiplex de Sénat 360. Le projet de loi numérique sera discuté la semaine prochaine au Sénat. Comment s'adapter à cette transformation des usages qui rythme notre quotidien? C'est l'objet de ce texte qui vous est résumé par Flora Sauvage. C'est un texte fourre-tout, mais il pourrait bien changer le quotidien des internautes. Dans son projet de loi pour une République numérique, le gouvernement entend favoriser la circulation des données. Première mesure, il souhaite élargir l'accès des données publiques à tous les citoyens. Il souhaite aussi mettre en œuvre la portabilité des données des emails notamment. Le gouvernement donne un pouvoir renforcé à la CNIL, dont les amendes pourront aller jusqu'à 20 millions d'euros. Il instaure enfin un droit à l'oubli numérique pour les mineurs. Le Sénat va examiner le texte du gouvernement à partir du 26 avril. 118 amendements ont déjà été déposés. La commission des lois souhaite instaurer la notion de secret des affaires afin de préserver les sociétés. Autre amendement qui devrait faire parler de lui en séance publique, la création d'un centre de relais téléphonique qui traduira toute conversation en langue des signes ou par écrit. Actuellement, 500 000 personnes ne peuvent téléphoner ou recevoir des appels à cause de leur handicap. Problème, les opérateurs télécoms refusent de payer au nom de toutes les autres entreprises pour créer ce service. La mesure permettrait de garantir l'accès au numérique pour tous, dans un délai d'1 an, une fois que la loi aura été votée. Coup d'envoi officiel des primaires de la droite et du centre demain, avec notamment l'envoi des formulaires de parrainage. Chaque candidat doit en effet recueillir 20 signatures de soutien de parlementaires. Et pour encadrer tout débordement, on apprend que les Républicains ont même désigné 3 sénateurs comme des casques bleus de ces primaires. Un sujet de Jordan Klein. Jean-Pierre Raffarin, Gérard Larcher et Pierre Charon pour encadrer les débats de la primaire de droite. L'objectif est clair, faire respecter un code de bonne conduite pendant le scrutin et éviter les insultes entre candidats. Exemple d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy. On fait confiance aux électeurs de la primaire et pas exclusivement de ceux disposés. Programmés pour novembre 2016, les 12 candidats n'ont plus que 8 mois pour que leur nom figure sur un bulletin de vote. Et pour ce faire, ils doivent recueillir un certain nombre de parrainages. 250 élus, 2500 adhérents, mais surtout, plus compliqué pour les petits candidats, 20 parlementaires. Et dans ce panel de parlementaires, les Républicains, 196 députés, 144 sénateurs et 20 eurodéputés. Aujourd'hui, François Fillon a d'ores et déjà dévoilé une liste de 72 signataires. Bruno Le Maire assure lui détenir 31 parrainages. Thierry Solère, principal organisateur de la primaire, a fixé au 9 septembre la date butoir pour le dépôt des candidatures. Et pour aller plus loin sur ce sujet des primaires, j'accueille sur le plateau notre journaliste Oriane Mancini qui va interviewer Olivier Duhamel, professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à Sciences Po Paris et auteur du livre La primaire pour les nuls, c'est le face-à-face du jour. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour. Alors vous êtes l'un des pères des primaires. Nous sommes le 21 avril. Est-ce que c'est cette date qui a marqué un tournant pour l'instauration de primaires en France ? Je pense que cette date a marqué un tournant incontestablement à gauche, parce qu'il y a eu la découverte que lorsqu'on ne présélectionnait pas un candidat susceptible de rassembler dès le premier tour, on pouvait tout simplement être éliminé du fait de la montée dans notre pays du Front National. Et puis ensuite, donc c'est pour ça aussi qu'on sort les primaires pour les nuls le 21 avril. Et puis ensuite, la même idée a gagné la droite et le centre. Et puis il y a une deuxième chose qui a compté, si vous voulez, c'est que finalement aucune des grandes familles politiques ne s'est retrouvée avec un leader qui s'imposait de façon absolument naturelle.
Même les deux grands partis ont connu des crises assez graves, la crise du Congrès de Reims au Parti socialiste, et c'est pas pour rien que ce soit après cette crise et les fraudes de part et d'autre qu'a été adoptée l'idée d'une primaire à gauche, d'une primaire pour les socialistes ouverte aux autres. Et puis, il y a eu la crise de l'élection Copé-Fillon, avec aussi l'accusation de fraude de part et d'autre. Donc, absence de leader, crise dans le parti et menace du Front National. Ces trois facteurs combinés ont fait que, alors que ce n'était pas du tout dans la culture politique française, les deux grandes formations politiques ont adopté le principe et la mise en œuvre d'une primaire. Alors, les primaires ont été très médiatisées en 2011, hein, vous le rappelez, mais de quand datent en France ces primaires? Tout dépend de ce qu'on appelle primaire. Si on prend au sens large, il faut distinguer il faut mettre sous l'idée de primaire des primaires fermées. Il peut y avoir des primaires fermées ou des primaires ouvertes. Alors, les primaires fermées étaient ouvertes aux seuls adhérents des partis. Voilà. Mais c'est une primaire si c'est une élection disputée, c'est-à-dire s'il y a au moins 2 candidats et si le vote n'est pas truqué. Et c'est ce qui s'est passé après le refus de se présenter de Jacques Delors, donc du leader qui s'imposait. Une primaire a été décidée et s'y sont présentés Emmanueli, qui était pour l'élection de 1995. PS, voilà, c'est ça, et Lionel Jospin. Et tout le monde disait ça va faire 50-50 dans le Parti socialiste, parce que si vous regardez les rapports de force entre les courants, Emmanueli était plutôt favori. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les électeurs, ils ont voté librement. Ils se fichaient complètement de savoir si les Fabusiens disaient de voter comme ça. Tout Fabusien qui soit, ils trouvaient que c'était mieux d'avoir Jospin qu'Emmanueli, et Jospin a fait les 2 tiers des voix. Parce que très souvent, finalement, dans une élection primaire, très souvent, on va dire, les électeurs votent pour le meilleur, pour celui dont ils pensent qu'il va gagner et faire gagner leur camp. Désormais, est-ce que les primaires sont inscrites dans le paysage politique français? On ne pourra plus revenir dessus? J'irai pas tout à fait jusque-là. Pour ça, il faudrait que la primaire de la droite et du centre, j'insiste beaucoup sur cette terminologie, même si c'est un combat partiellement désespéré. Quand on parle des États-Unis, mais je sais que vous êtes d'accord avec moi en plus, on doit dire les primaires. Parce qu'on le voit bien aux États-Unis depuis des mois. Vous avez une succession de primaires, les unes après les autres. Chez nous, c'est la primaire. Les primaires, si on parle de celle de la droite, de celle du centre, de celles qui ont lieu dans l'histoire. Mais si on parle de la primaire de novembre prochain, c'est la primaire, parce qu'il n'y a qu'une seule élection nationale, fut-elle à 2 tours. Si ça se passe bien, je pense qu'en effet, il y aura une installation durable des primaires dans la vie politique. Il y a un risque que ça se passe mal, selon vous? Écoutez, il y a toujours un risque quand on voit comment sont passés un certain nombre d'élections. Disons que là, beaucoup de précautions ont été prises. Disons que nous avons eu avec l'Institut Montaigne des échanges avec plus de 30 personnes auditionnées, mais dont les organisateurs des primaires à gauche, Jean-Pierre Mignard. Et puis là, vous évoquiez il y a un instant Thierry Solaire qui nous avons auditionné à 2 reprises. Et il a quand même fait adopter par le comité d'organisation de la primaire beaucoup de règles protectrices pour que ça se passe bien. Alors on va rester justement sur cette primaire de la droite puisque vous en parlez. 11 candidats déclarés, Nicolas Sarkozy qui sera probablement candidat. Est-ce que ça ne devient pas une guerre de personnalité? Écoutez, d'abord là, c'est 11 candidats dans la phase des pré-primaires. Comme a dit, je crois, Nicolas Sarkozy récemment, on ne se présente pas pour venir à la télévision candidats à la dire candidature. Coucou à sa sœur. Il n'y aura pas 11 candidats. Le 9 septembre prochain, vous n'aurez pas 11 candidats, ni 12, ni 13, puisqu'il y en a d'autres qui vont arriver comme pré-candidats. Parce que, vous l'avez dit dans le rappel tout à l'heure, il faut 20 parlementaires, il n'y en a pas 11 qui obtiendront 20 parlementaires. Voilà, premièrement. Deuxièmement, toute bataille politique, toute compétition politique est une compétition sur le fond et une compétition de caractère, de personne. Ça a toujours été comme ça, primaire ou pas. Les gens qui n'aiment pas les primaires disent « Ah là là, ça renforce, c'est encore la personnalisation, c'est encore le spectacle ». Mais c'est une blague. Les élections présidentielles depuis les débuts de la Ve République, chaque élection, il y avait aussi... Il y a moins ce côté projet contre projet. Dans un même parti, les projets sont semblables. Sauf que les candidats aujourd'hui, les uns après les autres, publient des livres, essayent de se démarquer sur le fond. Vous voyez bien François Fillon qui continue à aligner ses propositions, Bruno Le Maire auquel on reproche de ne parler que de renouveau qui se met à en formuler, Alain Juppé qui va publier 4 ou 5 livres. Excusez-moi, au contraire, la primaire de la droite et du centre provoque un débat d'idées au sein des Républicains beaucoup plus important que celui qui existait avant. Est-ce que la primaire aujourd'hui n'est pas devenue pour certains candidats un moyen de se placer pour l'avenir, un accélérateur de carrière? Je pense à Manuel Valls, notamment en 2011, peut-être Bruno Le Maire cette fois-ci. On peut dire ça, il n'y a aucun doute. Il ne faut pas exagérer quand on dit que Manuel Valls est devenu Premier ministre parce qu'il était candidat à la primaire. Ça, c'est quand même un raccourci de l'histoire un peu saisissant. Après avoir été candidat à la primaire, il a été
un directeur de campagne et de communication dans la campagne important pour François Hollande, et après il a été ministre de l'Intérieur. Donc il y avait d'autres étapes. Mais oui, mais bien sûr, une primaire vous donne plus de notoriété. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les gens veulent. Dans les ressources d'un homme politique font partie de tout temps de sa notoriété. Donc si quelqu'un est connu et apprécié, il a plus de chances qu'on lui confie des fonctions qu'autrement. C'est devenu un des moyens de progresser dans le cursus politique, il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas un moyen pire que les autres, de se présenter, d'exprimer des idées et d'essayer de recueillir des électeurs, après tout. Alors la primaire à droite, elle aura lieu en novembre. Est-ce que vous croyez à la tenue d'une primaire à gauche ? Pas beaucoup. D'abord parce que les gens ont des conceptions assez étranges là-dessus, ce qui prouve qu'il y a encore des progrès à faire dans l'acculturation démocratique, dans l'adoption d'une culture démocratique sur la primaire. Vous avez des gens qui disent, par exemple, si François Hollande se présente, en aucun cas il doit aller à une primaire, c'est le président sortant. Vieille culture monarchique française. Mais vous avez à gauche... C'est votre cas ? Vous pensez qu'il ne doit pas passer par une primaire ? Ah non, moi je pense qu'un président sortant doit passer par une primaire. Et que surtout, et d'ailleurs nous le préconisons sans penser spécialement François Hollande, et surtout s'il est contesté. Et regardez l'histoire des primaires aux États-Unis. Ça sera un moyen pour lui de se relégitimer ? Mais oui, mais les Français ne le savent pas. Aux États-Unis, les présidents se soumettent à des primaires à la fin du premier mandat. Quand tout va bien pour eux, c'est formel, etc. Et c'est vite troussé. Mais quand ça va mal... ils peuvent être empêchés de se représenter par la primaire. Je vous donne 2 cas au XXe siècle. Truman, en 1952, qui perd dans le New Hampshire et qui renonce, et Johnson, en 1968, qui se fait étalonner, derrière la candidature de Robert Kennedy, etc., et il renonce. Donc, bien entendu que c'est démocratique et qu'un président sortant doit se soumettre à la primaire. Vous conseillez à François Hollande de passer par la primaire ? Bon, je n'ai pas de conseil à donner à François Hollande. Si je donnais un conseil, ce serait plutôt de ne pas se représenter. Donc, mais je ne suis pas là pour conseiller François Hollande. S'il devait se représenter, en tout cas, il faudrait mieux qu'il se présente à une primaire. Mais vous avez, je parlais de la culture monarchique, mais vous en avez d'autres. C'est plutôt la culture post-léniniste qui disent qu'il faut faire une primaire à gauche, mais François Hollande n'aurait pas le droit de se présenter. Ça, c'est un autre truc de fou. Vous imaginez chez les démocrates qu'on dise on va faire une primaire, mais Hillary Clinton n'a pas le droit de se présenter, ou mais Bernie Sanders n'a pas le droit de se présenter, c'est n'importe quoi. Je veux dire, s'il y a une primaire avec les socialistes, eh ben, il se présente qui remplit les conditions pour. On ne peut pas décréter qu'un tel ne sera pas candidat. Est-ce que, selon vous, les primaires ne renforcent pas le sentiment chez les Français qu'on est en campagne permanente ? Oui, on peut dire ça. Je ne suis pas sûr qu'on n'était pas tellement en campagne permanente, ou en tout cas très anticipée. Cumulé à l'instauration du quinquennat. Déjà avant. Mais en même temps, c'est un droit de plus pour les Français. L'élection décisive, c'est l'élection du président. C'est quand même la seule fois dans notre vie où on choisit celui qui nous commande. Hein. Vous n'avez pas choisi ni votre père, ni votre mère, si c'était elle qui commandait à la maison, ni votre prof, ni votre patron ici, ni quoi que ce soit, ni moi non plus. Mais hop, le président de la République, vous le choisissez. Eh bien, qu'on puisse choisir les candidats, qu'on puisse choisir ceux entre lesquels on va choisir, c'est un droit de plus pour les citoyens. Comment on fait, Olivier Duhamel, pour rassembler après une primaire ? On fait une équipe de campagne avec beaucoup de monde. On fait Les Américains qui sont plus festifs que nous, ils font des conventions avec des pom-pom girls, des confettis, mais en même temps ils répartissent les postes. Ils prennent un candidat vice-président qui est différent d'eux. Voilà, on part pas de son côté en disant j'ai gagné la primaire, je suis le plus fort, je fais tout seul. Ce qui était où on pousse pas l'autre dehors parce qu'il vous énerve. Ce qui était un peu ce qui s'est passé en 2006-2007 avec Ségolène Royal, qui elle avait pas tellement envie de travailler avec le PS et le PS encore moins de travailler avec elle. Si vous faites ça, c'est cuit. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour aller à la victoire finale, espère-t-il. Merci beaucoup Olivier Duhamel d'avoir répondu à nos questions. Jérôme, si vous voulez tout savoir sur la primaire, les primaires pour les nuls, c'est aux éditions First. Merci Oriane. Je vous le disais en titre, un nouveau drame en Méditerranée aurait causé la mort de 500 migrants. Un bateau aurait chaviré, selon des témoignages de rescapés. Pour réagir à ce nouvel événement dramatique, nous rejoignons Saveria Rojek en salle des conférences, qui se trouve aux côtés du sénateur centriste de Paris, Yves Pozzo di Borgo. Yves Pozzo di Borgo, bonjour. Ce nouveau drame, ce nouveau naufrage en Méditerranée aurait fait 500 morts. Le bateau serait parti de Libye. Est-ce que c'est la preuve que l'opération Sophia, l'opération anti-passeurs de l'Union européenne, est un échec ? On estime que les revenus de la Libye, 30%, sont le fruit du travail des passeurs. 30%. 30%, c'est un chiffre énorme. Et donc on sent que beaucoup de structures vivent de ces passages. Et
la mission Sophia, qui est une mission créée par les Européens, dirigée par un Italien, qui est en place depuis un an, qui a un pouvoir d'arrêter les passeurs, de détruire les bateaux, et hyper efficace. Sauf que, politiquement, elle ne peut pas intervenir dans les eaux territoriales libyennes tant qu'il n'y a pas un gouvernement libyen qui va pouvoir les autoriser à venir. Et si on avait eu un gouvernement libyen en place qui aurait donné l'autorisation à l'opération Sophia de venir dans les eaux territoriales libyennes, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé. Et c'est vrai que aussi bien les autorités européennes que les autorités françaises, on avait parlé avec M. Le Drian récemment en commission, ils attendent vraiment le passage à ce qu'on appelle la phase 3. Alors justement, précisément, pourquoi on n'est pas encore entré dans cette phase 3 qui permettrait aux frégates européennes d'arrêter les passeurs? Mais parce que tout simplement, il y a les conventions internationales que le gouvernement libyen doit se constituer et nous devons avoir l'autorisation du gouvernement libyen qui demande à l'Union européenne d'interférer et de venir dans les eaux territoriales pour arrêter les passeurs et détruire les bateaux des passeurs. Ce que d'ailleurs elles font très bien hors des eaux territoriales, puisqu'ils ont arrêté je ne sais plus combien de passeurs, ils ont je ne sais plus combien détruit combien de bateaux, et donc vraiment on n'attend plus que cette décision politique du gouvernement libyen qui n'est pas encore constituée malgré tout ce que l'on dit. Alors Christian Estrosi lui dit que l'opération Sophia est totalement inefficace. Il propose carrément d'envoyer des forces spéciales pour couler les bateaux, donc en violation de la souveraineté libyenne. Excusez-moi, franchement, comment, quand on est parlementaire... Il dit que les forces spéciales feraient très bien ce job-là. Comment, quand on est parlementaire, peut-elle dire des telles bêtises alors que les forces spéciales sont déjà sur les bateaux? Mais comment peut-on être aussi ignorant? Excusez-moi, je dis ça à Estrosi, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est peut-être un bon président de région, mais franchement, sur ces dossiers-là, il faudrait qu'il soit plus nuancé. Une fois que l'opération Sophia aura l'autorisation de venir dans les eaux territoriales, tous les forces spéciales interviendront parce qu'il y a des marins qui sont là pour ça, il y a des équipes qui sont là pour ça, pour détruire et pour arrêter les passeurs et pour détruire les bateaux. Donc vraiment, je ne comprends pas cette remarque d'Estrosi. C'est peut-être par ignorance qu'il fait ça. Parce qu'il est... Très rapidement, lundi prochain, Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel, David Cameron et Matteo Renzi se réunissent à Hanovre. Bien sûr, au menu de cette réunion, la crise migratoire et la Libye. Est-ce qu'on peut attendre une annonce après ce sommet ? Écoutez, je ne sais pas. C'est vrai que la Libye devient un gros problème. C'est vrai que, comme le disait Le Drian, je crois, ce matin ou hier, on va peut-être éradiquer Daesh en Syrie, mais beaucoup de troupes de Daesh vont venir en Libye. On estime d'ailleurs actuellement à ce que le Daesh contrôle 200 km des côtes, un tiers du pays. On estime à 6000 personnes le nombre de Daesh sont là-bas. Et c'est vrai qu'une fois qu'on va réussir l'opération en Syrie, grâce à la Syrie d'ailleurs, grâce à l'Iran, grâce au bombardement français, américain de la coalition, c'est vrai que le prochain problème est la Libye. Et je pense une question justement, Vladimir Poutine n'a pas été invité, n'a pas été convié lundi prochain à Hanovre. Écoutez, ça a été vraiment l'acteur qui a permis de résoudre la crise syrienne. Sans on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est grâce à lui. Alors justement, pourquoi il exclut ce sommet qui va traiter de la question libyenne, de la question migratoire en Europe? Mais parce que c'est plutôt, d'après moi, plutôt du domaine des Occidentaux, puisque ça touche moins les zones proches de la Russie. La Syrie, quand même, du domaine proche pas très loin du Caucase, même si géographiquement ça ne la touche pas. Et les Russes étaient beaucoup plus intéressés par la Syrie, je pense, que par la Libye. Je ne pense pas que ce soit un blocage, je pense que les Russes sont peut-être moins intéressés sur l'affaire libyenne. Donc en tout cas, pas d'annonce selon vous sur la question migratoire, sur la question des migrants, le drame des migrants en Europe lundi prochain à Hanovre? Non, sérieusement, je ne crois pas. Simplement, je sais que toutes les autorités européennes ou politiques de chacun des pays souhaitent que vraiment le gouvernement libyen donne autorisation à l'opération Sophia de pouvoir intervenir dans les eaux territoriales. Et deuxièmement, c'est vrai que si à cette réunion, la Libye devient un très gros problème. Ça veut dire peut-être est-ce qu'on va intervenir au sol, je ne sais pas du tout, parce que c'est vraiment... Alors là, je ne peux pas être à la place des chefs d'État. Je serai comme vous, j'attendrai de savoir ce qu'ils vont dire. Très bien. Merci beaucoup, Yves Di Borgo, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci Saveria. Et pour évoquer la situation des migrants, j'accueille sur le plateau Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile. Bonjour. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Alors, Jacques Toubon, le défenseur des droits, tire la sonnette d'alarme sur la situation des mineurs isolés étrangers à Calais. C'est une situation particulière pour les mineurs ? Écoutez, il y a une situation difficile. Un recensement qui a été effectué par nos équipes le 12 février dernier
a fait état de la présence de 326 mineurs, dont 90 de moins de 15 ans. Principalement des mineurs afghans, syriens, égyptiens, et dont la place n'est manifestement pas dans cette jungle. Et il faut qu'ils soient protégés. Alors il y a des dispositifs qui existent déjà dans le Pas-de-Calais grâce à l'action et au financement du département du Pas-de-Calais, mais il faut renforcer ces dispositifs. Et surtout, il faut ouvrir une voie de migration légale au titre de la réunification familiale avec la Grande-Bretagne pour ces gamins qui ont de la famille de l'autre côté. Il n'y a aucune espèce de fatalité à ce qu'ils risquent leur peau dans des camions, en prenant des risques insensés pour rejoindre la Grande-Bretagne. C'est ce à quoi nous travaillons. Les accords européens, en ce moment, ne sont pas respectés, c'est ce que vous dites ? Ah mais les accords européens, d'abord, je vous rappelle la position particulière du Royaume-Uni. Tout de même, il y a une externalisation des politiques migratoires et d'asile de la Grande-Bretagne sur le territoire français. Et donc, Calais, c'est un cul-de-sac. C'est la sortie de l'espace Schengen. Et donc, il y a là une série de personnes qui ont pourtant des liens familiaux et oui, où la Grande-Bretagne ne respecte pas la règle du jeu. Et donc, voilà, nous y travaillons. C'est très difficile parce que chacun a une grande frilosité sur ce dossier. Mais enfin, franchement, permettre à des enfants de vivre avec leur famille est quand même le moins que l'on puisse exiger. Vous l'avez dit, vos équipes travaillent à Calais. Est-ce que depuis le démantèlement de la jungle sud, de la zone sud de cette jungle de Calais, la situation a évolué favorablement ? Qu'est-ce que ça veut dire la situation évolue favorablement? Des conditions sanitaires, un encadrement. Vous avez 2000 personnes qui, en gros, se trouvent dans un camp qui est normalisé, avec un certain nombre de points d'eau, de distribution de repas. Mais à côté de ce camp normalisé, il reste entre 1000 et 1500 personnes qui vivent dans des conditions extraordinairement précaires. Et puis, vous savez, tout mouvement à Calais entraîne des déplacements. Et donc, ce qui ne se voit plus à Calais, eh bien, se voit à Grande-Synthe, ou se voit à Zeebrugge, ou se voit à Paris, parce qu'il y a des mouvements secondaires. La question, elle est globale, et on ne réglera pas Calais si on ne règle pas le problème de la solidarité au sein de l'Union européenne. Une solidarité au sein de l'Union européenne. Avant de parler de la situation de l'Union européenne, une solidarité déjà en France. Il y a une répartition de ces réfugiés, ceux qui acceptent d'aller en attente dans d'autres villes de France. Est-ce que ça, c'est un dispositif qui fonctionne, qui est peut-être plus humain pour accueillir ces réfugiés ? Oui, il y a 110 centres d'accueil et d'orientation qui permettent aujourd'hui d'accueillir les demandeurs d'asile, les réfugiés qui viennent de Calais. Et grosso modo, ça fonctionne. 75% des personnes qui y sont placées y restent et finissent par demander l'asile. C'est une politique qu'il faut continuer, qu'il faut soutenir. Mais encore une fois, on ne réglera pas Calais si on ne ramène pas la Grande-Bretagne à la table des négociations sur cette question migratoire. On va évoquer évidemment ce drame aujourd'hui, qu'on apprend aujourd'hui en Méditerranée, avec peut-être 500 migrants morts lors du chavirage de leur embarcation dans le sud de la Méditerranée. Malheureusement, on est tenté de dire un drame de plus. Oui, un drame de plus et un drame de trop, évidemment. Mais vous savez, c'est la chronique d'une mort annoncée. Nous savions qu'au mois d'avril, dès que la météo allait être plus clémente, il allait se passer des drames par la route de la Méditerranée centrale. Et ceci d'autant plus que la route des Balkans est fermée et que la route de la Méditerranée orientale est elle aussi cadenassée. Et donc il y a des reports qui s'effectuent par la route de la Méditerranée centrale à partir de la Libye. Songez tout de même que c'est
un peu plus de 7000 personnes qui sont arrivées en 3 semaines en Italie. Donc voilà, les risques sont là. Et sur la base actuelle du nombre de morts recensés depuis le début de l'année, on s'attend à près de 30 000 morts. Mais la Libye, c'est quoi aujourd'hui? La Libye, c'est 3 gouvernements. C'est 100 tribus, c'est 1000 prisons, on pille, on viole, on spolie, on torture. Et vous avez des réseaux criminels qui, en Libye, n'hésitent devant rien et qui envoient ces migrants à la mort. Alors que faut-il faire ? Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il faut sauver. Sauver des vies, c'est une exigence. Et puis ensuite, il y a évidemment à construire des voies de migration légales. Justement, dernière question, très rapidement. Est-ce que l'Europe est responsable de ces drames en ayant fermé la route de la Grèce ? Je pense que l'Europe a signé une déclaration avec la Turquie qui est un déshonneur total. Nous avons exporté notre politique migratoire dans les mains de la Turquie, dans les mains de la Turquie de M. Erdogan, qui fait sauter à la corde les 28 États membres et qui se livre à un troc d'êtres humains. On échange des êtres humains contre des visas et un petit peu d'argent. C'est tout de même assez indigne de l'Union européenne qui, voilà, se déliter toutes ses valeurs. Merci Pierre-Henri d'avoir été notre invité. Ne vous taisez pas, c'est l'appel lancé par l'association Génération Future qui publie une carte des victimes des pesticides en s'appuyant notamment sur les témoignages de riverains de champs traités à ces pesticides. Les détails avec Géraldine Bavoileau. L'association Génération Future a recensé plus de 400 témoignages de personnes qui se disent victimes des pesticides et publie une carte édifiante. En bleu, les témoignages des agriculteurs et en orange, ceux des riverains. Les victimes décrivent des maux de tête, des saignements ou plus grave, des problèmes de fertilité. Tout produit reconnu comme perturbateur endocrinien serait retiré du marché. C'était en 2009. Sauf qu'après, il a fallu définir quels sont les critères pour être définis comme perturbateur endocrinien. Ça devait être fait en 2013. On est en 2016, en avril 2016. Il n'y a pas de réglementation sur les distances entre les champs traités et les habitations. La loi exige seulement des agriculteurs que les produits restent sur leur parcelle, une précaution difficile à mettre en œuvre. Ce qui nous inquiète, c'est la dérive de ces produits directement sur nos habitations, directement sur nos zones de vie, des produits qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant susceptibles d'être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et dont on connaît aujourd'hui les effets sur la santé. Dominique Marchal est le premier agriculteur à demander à la justice de reconnaître un lien de causalité entre sa maladie et les pesticides. En deuxième instance, il a été débouté de sa demande. 4 mois après l'accord de la COP21, demain à l'ONU, 130 pays signeront officiellement cet accord. On va se poser la question de la France est-elle exemplaire en matière de lutte contre le réchauffement climatique? Élément de réponse avec Maud Roubaud. C'était le 12 décembre dernier. La France parvenait à mettre le monde entier d'accord sur des engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Et à la veille de la signature officielle de ce texte, le gouvernement s'en félicite encore. Dès demain matin, nous signons la charte à l'ONU sur la COP21 et les réalisations. Tout le monde entier crédite François Hollande et Laurent Fabius, Ségolène Royal de cette réussite. Vous avez vu que Ségolène Royal a sorti les décrets pour justement accélérer les choses en matière d'énergie renouvelable. La semaine prochaine, la conférence environnementale devrait poser les jalons de la future programmation pluriannuelle environnementale. La CGT a déjà annoncé qu'elle ne participerait pas aux discussions. Ça suffit la mascarade. Aujourd'hui, parlons des véritables sujets. On ne parle pas d'industrie à la conférence environnementale. On ne parle pas de transport, premier secteur émetteur des gaz à effet de serre. Parlons vraiment des choses qui sont au cœur des enjeux. Sans aller jusqu'au boycott, les organisations de protection de l'environnement craignent de ne pas être entendues. Si jamais les propositions qui sont sur la table, sur Notre-Dame-des-Landes, sur le nucléaire, sur la fiscalité écologique, sur le financement de la transition, n'étaient pas retenues dans le cadre des 2 jours de débat que nous allons avoir, eh bien nous en tirerons des conclusions. Ces conclusions, c'est que ça aura été une conférence environnementale pour rien. Pour la société civile, le temps presse pour tenir les objectifs fixés par le gouvernement.
COP21 toujours. À cette occasion, nous vous proposons de revoir un rendez-vous phare qui s'était tenu au Sénat durant la COP21 en décembre dernier, la réunion de parlementaires du monde entier pour eux aussi s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Monsieur le Président de l'Union interparlementaire, Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, mes chers collègues présidents d'Assemblée et de Sénat, Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique qui est chez lui ici, mes chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs, après la séance d'ouverture et l'appel à l'action parlementaire sur les changements climatiques lancé hier à l'Assemblée nationale, je suis heureux, avec mes collègues, de vous retrouver aujourd'hui au Sénat pour la poursuite de nos travaux. Le Sénat de la République française attache une grande importance aux relations interparlementaires et, Monsieur le Président, aux travaux de l'Union interparlementaire, dont je veux saluer la qualité. Accueillir au Sénat les représentants des parlements du monde entier est un événement exceptionnel et le Sénat en est très fier. Mes chers collègues, l'action des territoires a été le fil conducteur de l'ensemble de nos travaux. C'est en quelque sorte l'ADN du Sénat. C'est la mission que nous fixe notre Constitution. Le Sénat, vous le savez, représente les collectivités territoriales de la République, ainsi que les Français établis hors de France. Il a donc particulièrement veillé à analyser, à mettre en lumière le rôle des territoires, ceci étant l'échelon le plus pertinent de mise en œuvre des engagements nationaux en matière d'atténuation, d'adaptation aux effets du dérèglement climatique. Le meilleur accord international ne serait qu'un tigre de papier s'il n'est pas effectivement mis en œuvre et suivi d'effets sur le terrain. Cela rend indispensable, mes chers collègues, la mobilisation des parlements, sans lesquels les décisions internationales ne seront pas déclinées au plan national. Cela rend également indispensable la mobilisation des territoires, des élus locaux, qui portent localement des solutions innovantes et adaptées en lien avec les populations. Le Sénat a souligné que ni les États, ni les peuples, ni les individus ne sont égaux face aux conséquences des dérèglements climatiques. Ceci frappe en effet plus violemment les pays les plus fragiles, les pays en développement. Si nous ne réussissons pas, les plus pauvres seront plus pauvres, les plus fragiles seront plus fragiles. C'est une responsabilité majeure que nous devrons porter. Notre délégation aux droits des femmes a mis en lumière la vulnérabilité des femmes et leur rôle éminent dans la lutte contre les changements climatiques, en souhaitant qu'elles soient mieux prises en compte dans les négociations internationales. Je pense que beaucoup de nos collègues femmes adhèrent à cette préoccupation. Le Sénat a également plaidé pour que l'accord de Paris soit équitable, sur la base de responsabilités communes mais différenciées des États et de leurs capacités respectives. Pour qu'il soit suivi des faits, le Sénat a recommandé que l'accord soit juridiquement contraignant et qu'il conduise à la mise en place de mécanismes qui garantissent le respect des engagements de chacun, et ceci en toute transparence. Quitte d'ailleurs à ce que ce mécanisme de suivi entraîne des ajustements quand cela s'avérera nécessaire. Pour atteindre cet objectif, nous devrons apporter une réponse pérenne et réaliste à la question du financement de la lutte contre les dérèglements climatiques. Le Sénat a également plaidé pour la généralisation de systèmes de définition d'un prix du carbone, pour la promotion des énergies bas carbone et pour la suppression progressive des soutiens publics aux énergies fossiles. Je sais que ces positions
ne font pas forcément consensus. Il nous a toutefois paru indispensable de prendre position et de contribuer au débat. Enfin, je voudrais souligner que le Sénat a appelé à traiter la question des déplacés environnementaux qui s'impose à nous comme un défi. Il considère en particulier qu'une nouvelle convention internationale prévoyant des mesures de prévention et de protection sera nécessaire. Ces travaux du Sénat ont pu alimenter utilement les réflexions de notre rapporteur, le président Maurey, dans son travail de rédaction du document final que, sous l'autorité du président de l'Union interparlementaire, vous examinerez en fin d'après-midi. Je suis convaincu que, dans le respect de nos différences et de nos cultures, nous parviendrons à trouver les voies de cet équilibre pour le bien de l'humanité. Peut-être la situation géographique de cet hémicycle y sera-t-elle pour quelque chose, en effet au sud, car nous sommes sur l'axe du méridien de Paris, de méridien zéro, ici, qui passe par le milieu de cet hémicycle. Oui, la bibliothèque du Sénat est à proximité. Certains d'entre vous l'ont peut-être découverte. Je vous invite aussi à la découvrir. Vous verrez, ce lieu est magique. Mais surtout, y travailla un grand auteur français qui reçut le prix Nobel de littérature. Il portait le joli nom d'Anatole France. Il portait le nom de notre pays. Et qu'est-ce qu'il disait? Il est dans la nature humaine de penser sagement et d'agir de façon absurde. Eh bien, mes chers amis, puissions-nous penser sagement et agir sagement et faire mentir ainsi Anatole France dans ses travaux à la bibliothèque du Sénat. Je forme le vœu que les débats d'aujourd'hui soient l'occasion de tisser des liens fructueux entre nos différentes assemblées, parce qu'il s'agit de la planète. Et hier, je vous disais, en vous lisant quelques lignes du Petit Prince, que le Petit Prince, c'était l'humanité. Excellents travaux dans l'hémicycle du Sénat. Nous allons maintenant, mes chers collègues, aborder la première séquence de notre matinée. Et d'abord, la parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, cher Gérard Larcher, Mesdames et Messieurs les présidents et les grandes personnalités ici représentées, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je suis vraiment très heureuse d'être devant vous au moment où nous sommes exactement au milieu du processus de la COP21. Et s'il y avait un symbole plus fort, on ne saurait le trouver, de voir ainsi les parlements du monde entier, les parlementaires du monde entier, représentant les citoyens du monde entier, être ici mobilisés pendant 2 jours pour que cette COP21 trouve un nouvel élan. Il est en effet très important que les représentants des citoyens s'engagent pour relever le défi climatique. Pour 2 raisons. D'abord parce que rien ne sera possible sans la mise en mouvement des territoires, et Monsieur le Président du Sénat vient de le rappeler à juste titre. Ensuite, parce que vous représentez les citoyens et les citoyennes du monde entier. Et rien ne sera possible d'abord si les citoyens et les citoyennes ne sont pas aussi partie prenante avec évidemment toutes les ONG, toutes les associations dans lesquelles ils militent ou dans lesquelles ils se reconnaissent. Et puis, il y a tous les citoyens qui sont écartés de la connaissance. Et je pense que la question climatique est aussi une question démocratique absolument cruciale. Moi, je n'ai jamais vu que la protection de l'environnement puisse être efficace s'il n'y a pas de démocratie à la base. Au contraire, c'est quand on cache les problèmes, quand on dissimule les difficultés, quand on cache les pollutions de toute nature, qu'à un moment les citoyens se révoltent. Et heureusement que dans certains endroits, ils se révoltent parce qu'ils n'acceptent plus que l'on porte atteinte à la santé publique, par exemple, parce que d'autres intérêts financiers à court terme portent préjudice à leur santé publique. Et c'est pour ça que les élus sont vraiment très importants.
à la fois pour être porte-parole de ce qui se passe sur les territoires et aussi pour transformer finalement les attentes des territoires en législation. Et finalement, l'autre grand symbole aussi de votre rassemblement, c'est celui-ci. C'est que nous ne réussirons à relever le défi climatique que si nous construisons un lien profond entre le local et le global. On le sait maintenant, c'est le glocal, certains disent, que c'est cette articulation entre la prise de conscience de ce qui se passe au niveau planétaire, la capacité que nous aurons à fixer des caps, des objectifs. Et nous le savons également depuis le début des COP, c'est que l'essentiel de la réalisation des actions concrètes contre le réchauffement climatique se fait au niveau local. Alors en quelques mots, pourquoi est-ce qu'il faut agir? D'abord parce que nous vivons comme s'il y avait 3 planètes. Et ça n'est absolument plus possible. Alors nous sommes juste à mi-chemin, je le disais tout à l'heure, et nous avons pris déjà des décisions opérationnelles. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. Et souvent, ces décisions concrètes, elles ont été prises sur vos territoires. Nous avons également, et je terminerai par là, beaucoup insisté sur la question de l'éducation, parce que savoir, c'est pouvoir, parce que c'est bien avec l'éducation, avec la connaissance mise à portée de tous, que chacun pourra accéder à la citoyenneté énergétique, à la citoyenneté écologique, reprendre son destin climatique en main. Et finalement, c'est en effet l'arme de paix la plus puissante pour changer le monde. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur Carlos Lettieri de l'Équateur a maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je viens de la région de l'Amazone. Je fais partie d'un peuple ancestral, le peuple Quechua, et je sais parfaitement ce dont il s'agit. Et justement, au plan de l'expérience pratique en Équateur, qui a une constitution qui reconnaît les droits de la nature. C'est un pays qui a également un code pénal qui sanctionne les délits commis contre l'environnement et qui également essaie de construire un code concernant l'environnement qui établit aussi des sanctions administratives contre tout délit commis contre la nature. Eh bien, je veux m'associer ici à ce qui a été proposé par le président du Parlement andin et notre collègue parlementaire du Chili, c'est-à-dire la nécessité d'agir. On l'a dit à maintes reprises, il faut réellement mettre en place cette cour pénale, ce tribunal pénal international, afin de pouvoir juger, traduire en justice ceux qui attentent aux droits de la nature et de l'environnement. Mais outre cela, Monsieur le Président, mes bien chers collègues, j'aimerais proposer, ce qui est très important également, que l'on mette en place des mécanismes qui reconnaissent ce que nous, les peuples, les pays, nous possédons, ces biens publics environnementaux qui sont un bienfait pour tous et dont l'utilisation est gratuite pour le reste du monde. Il est donc très important, je pense, d'inclure dans les législations, d'inclure également dans le cadre de la COP21 cette notion. Il faut également reconnaître et protéger les droits des populations autochtones et la lutte qu'ils mènent pour atténuer le changement climatique. Je vous remercie. Au suivant, je crois que le Congo souhaitait vivement faire une intervention. Je vous prie d'être extrêmement bref. 30 secondes à 1 minute, si possible. Le Congo, je vous prie, vous avez la parole. Ne nous tenez pas rigueur, on vous a fait un peu pression. C'est le 2e poumon du monde qui parle, après l'Amazonie. C'est pourquoi nous avons insisté pour prendre la parole. Monsieur le Président, ça fait le 3e jour que nous, parlementaires, nous nous réunissons. Et à tout moment, une question revient. Quel est le rôle du Parlement dans tout ce processus? La vérité est celle-ci. COP21 nous amènera sûrement un engagement contraignant. Mais 185 pays ensemble, cet engagement contraignant ne sera pas quantitatif. Il sera beaucoup plus politique et moral. Et la réalité est que, pour son implémentation, c'est nous, nations, qui devons jouer le rôle, qu'on ne se trompe pas. Et c'est là que nous, Parlement, nous avons un rôle très important à jouer. Et là, nous le confirmons. Et il faut avouer que nous avons eu la chance d'accompagner nos exécutifs dans le débat. Hier, on nous a dit
que le texte à date a encore des virgules, des parenthèses et des accolades. C'est vrai. Mais ce texte contient des éléments très importants. Si nous prenons seulement l'article 3 et l'article 6, en combinant les deux articles, nous allons nous rendre compte qu'il y a une obligation au pays de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Mais il y a un manque d'équité. Parce que les pays industrialisés, quand ils s'engagent dans le processus RED+, ont le droit, après résultat, de confronter le résultat de RED+, à un allègement de leur engagement financier. Tandis que les pays à bas budget, que vous appelez pays en voie de développement, quand bien même ils s'engageraient dans le processus RED+, et qu'ils auraient des résultats, il n'y a aucune conséquence financière quant à ceux. Donc, je voudrais demander à notre auguste Assemblée, ici, de considérer que le processus RED+, des pays industrialisés, n'est pas nécessairement applicable sur leur propre territoire. Les pays industrialisés devaient regarder dans le sens d'appliquer le processus RED+, sur des territoires en voie de développement. À ce moment-là, ils tireraient le bénéfice de l'allègement financier, mais les États développés, non développés pourraient tirer aussi bénéfice de ce processus. La deuxième des choses, honorable Président, est que nous, États de l'Équateur, au niveau de l'Équateur, nous avons toujours pensé, selon les analyses scientifiques, que nous serions épargnés. Congo, je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons déjà beaucoup de retard. Pour notre prochaine séance, je vous donne 15 secondes, si vous le voulez bien, parce qu'ensuite, je redonnerai la parole aux intervenants. Monsieur le Président, je vais respecter. Nous avons pensé être épargnés du changement climatique. Mais à la date d'aujourd'hui, je vous donne un seul exemple. La rivière Ubangui, qui était navigable 11 mois par an, aujourd'hui n'est navigable que 4 mois par an. C'est là que nous sommes en train de dire, les 100 milliards de dollars dont on parle, les 200 milliards de dollars dont on parle, au lieu de les laisser sur chiffres, sur papier, on pourrait les engager utilement dans des processus à énergie alternative. Je vous remercie. Thank you. Je vais donner la parole à Madagascar, qui sera suivi par la Finlande. Yeah. Okay. So, after Madagascar, Finland, please. Thank you. Donc, après Madagascar, la Finlande. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur pour moi de parler devant vous afin de représenter mon pays, Madagascar, pour la COP 21. Madagascar est une île. Pour cela, subit chaque année la loi de la nature à cause des cyclones qui amènent beaucoup de vent et pluie, qui entraînent des dégâts, beaucoup de dégâts humains et sur l'environnement. À part les cyclones, le sud de Madagascar souffre du problème de la sécheresse. C'est pour cela que la COP 21 est très importante pour nous de Madagascar, afin de limiter des conséquences des dérèglements climatiques. En conclusion, il faut faire le preuve de solidarité mondiale pour vaincre ce phénomène de dérèglement climatique, car c'est notre responsabilité commune. Éduquer nos enfants à bien respecter l'environnement, réduire l'énergie fossile, faire beaucoup de reboisement, militer pour le feu de brousse qui abîme nos forêts. Les rôles des collectivités locales, c'est vraiment très important, et c'est surtout le Parlement, pour faire la sensibilisation, bien sûr avec l'aide des grands pays. Je vais prêter votre article dans la résolution du 16 novembre dernier, que cet accord apporte une réponse pérenne et réaliste à la question du financement de la lutte contre le dérèglement climatique à hauteur des engagements pris, en particulier à destination des pays le moins avancés, pour ne pas dire pauvres. Je vous remercie pour votre attention. Merci.
Mais je voudrais dans un premier temps me retourner rapidement vers les intervenants pour pouvoir clore cette présente phase de nos travaux et passer à la suivante. Roselyne, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Tous les orateurs, les uns après les autres, ont insisté sur le fait que l'éducation était indispensable, qu'il fallait faire prendre conscience au peuple des effets du changement climatique, et c'est là quelque chose d'essentiel. En effet, la plupart des gens ne sont pas au fait des conséquences du changement climatique et c'est donc très important. Et pour nous, législateurs, si nous n'agissons pas sans tarder, dès maintenant, si nous ne jouons pas le rôle de chef de file pour mettre en place les mesures relatives à l'éducation, à la sensibilisation, pour que vraiment on s'attaque au changement climatique, eh bien alors, je crains fort, comme l'a dit le représentant du Pérou tout à l'heure, que nous allons en fait laisser la planète s'effondrer. Donc il faut absolument prendre le taureau par les cornes et essayer d'aborder le problème de front. La plupart des orateurs femmes qui se sont exprimés aujourd'hui, Monsieur le Président, ont souligné le rôle qui incombe aux femmes pour lutter contre le changement climatique. L'orateur de la Finlande et de l'Islande ont demandé comment les questions relatives au genre peuvent-elles trouver leur place dans la question du changement climatique mondial. Eh bien, je crois que ce qu'il faut, c'est que les résultats de cette conférence incluent ces questions liées au genre, la façon dont les femmes peuvent apporter leur contribution à cette lutte contre le changement climatique. Et après quoi, il faut également que dans les parlements nationaux, on adopte des mesures rigoureuses qui soient inscrites dans la loi, car les femmes sont les groupes les plus vulnérables. Certains orateurs ne sont pas d'accord sur le fait que les femmes sont plus vulnérables, parce que certains ont dit que ce sont les femmes qui détruisent l'environnement, nous a-t-on dit. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Les femmes, ce sont celles qui donnent les soins, qui prennent soin de la maison, des enfants, et elles souhaitent veiller à un environnement sûr pour tous. Les femmes ne sont nullement en train de détruire l'environnement. Avant de clore cette intervention de 3 minutes, je voudrais à nouveau remercier l'UIP pour cette occasion qui nous est donnée à nous, jeunes parlementaires, de nous exprimer. J'espère que d'autres jeunes parlementaires viendront nous rejoindre pour mener avec nous cette lutte contre le dérèglement climatique. Et je veux également m'associer aux très nombreux orateurs qui ont offert leurs condoléances au peuple de France et remercier infiniment le Parlement français de nous accueillir ici aujourd'hui. Monsieur le sénateur Bignon. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots à mon tour. J'ai observé que sur les 21 pays qui sont intervenus après la pause du déjeuner, 11 femmes ont pris la parole, ce qui veut dire que, mesdames, bravo, vous avez non seulement respecté la parité, mais vous avez dépassé. Ce qui veut dire que quand on met sur la table les sujets qui vous concernent, vous intervenez et que, d'une manière générale, j'ai observé que les hommes sont d'accord avec vous. Nous en parlons maintenant à la dernière scène, si je puis dire, de cette réunion. Il s'agit, vous le savez, d'adopter le projet de document final. Le sénateur Moret, qui a travaillé très dur, avec beaucoup de méthodes tout au long de ces derniers mois, a eu une tâche tout à fait redoutable, puisqu'il s'agit en quelque sorte de refléter tout ce que vous avez dit. Nous avons d'ailleurs bien sûr fait connaître ce document avant cette réunion. Je vais maintenant lui donner la parole afin qu'il veuille bien brièvement vous le présenter à nouveau. Et je pense qu'après cela, nous pourrons tous l'adopter. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Sénat. Mesdames et Messieurs, chers collègues parlementaires, je vous ai présenté hier à l'Assemblée nationale le projet de document final que nous avons élaboré dans la perspective de cette réunion.
Et comme je vous l'avais indiqué hier, nous avons vraiment eu à cœur tout au long des semaines passées, tout au long des mois passés, depuis que nous l'avons présenté pour la première fois au mois d'août 2015, de prendre en compte les propositions qui ont été formulées pour enrichir ce texte, quelle que soit bien sûr l'origine géographique des pays qui ont proposé des modifications à ce texte. Je retiens de ces échanges que nous avons eus aujourd'hui que vous avez tous la volonté que nous adoptions un texte ambitieux et également, comme le président de l'UIP d'ailleurs, la volonté que les parlements jouent dans les années qui viennent un rôle beaucoup plus important sur ce sujet tout à fait fondamental. Alors, depuis hier et encore cet après-midi, nous avons encore reçu des amendements et nous avons nous avons eu à cœur de les prendre en compte pour la plupart, car ils permettent d'insister sur plusieurs aspects très importants de l'accord de Paris et du rôle des parlementaires en la matière. Alors, ces nouvelles modifications que nous avons intégrées au texte, elles permettent d'insister sur le rôle de la science, de la culture et de l'éducation dans la lutte contre les changements climatiques. Ces modifications permettent aussi de mentionner explicitement la place importante des femmes et de la jeunesse dans la lutte, en particulier dans le cadre de l'agenda des solutions. Ces amendements, ils permettent aussi de faire référence au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes. Je rappelle que ce cadre a été adopté le 18 mars 2015. Les propositions également que nous avons intégrées tendent à demander que le rôle des parlementaires et de l'UIP soit inscrit dans l'accord de Paris, comme l'a suggéré lui-même hier à l'Assemblée nationale le président de la COP, M. Laurent Fabius. Et enfin, nous avons souhaité ajouter notre souhait que le plan d'action parlementaire sur les changements climatiques soit adopté dès la prochaine Assemblée générale de l'UIP, c'est-à-dire à Lusaka, au mois de mars prochain. Le projet de document que nous allons adopter est donc le fruit d'un travail collectif dont je vous remercie et dont je vous félicite. Et je voudrais vous remercier de vos contributions à l'élaboration de ce document, vous remercier encore de votre implication dans la lutte contre les changements climatiques et de votre volonté de renforcer le rôle des parlements dans ce combat qui est tout à fait essentiel pour l'humanité. Et je crois, comme vous l'avez dit, Madame, et c'est en tout cas le souhait que je formule en cette fin de réunion, que nous entrerons le 1er janvier 2016 dans une ère nouvelle en matière de développement durable. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Moret. Eh bien, pour nous qui n'avons pas vu Monsieur Moret de près, nous ne nous rendons peut-être pas compte du temps qu'il a consacré à cela, de tout ce qu'il a connu comme difficulté. Je trouve qu'il a fait un travail remarquable. Il a repris la quintessence de nos discussions et également des suggestions qui ont été faites individuellement. Et je trouve que c'est un document final extrêmement ciblé. Évidemment, les documents finaux n'ont une valeur que si nous suivons ce qu'ils contiennent. Donc c'est le suivi qui sera très important. Je vais maintenant demander à notre hôte, le président du Sénat, notre aimable hôte, de nous dire quelques mots. Si vous souhaitez venir à ma place, je vous en prie. J'aimerais en fait que vous veniez à ma place pour intervenir, si vous le voulez bien. Non, Monsieur le Président, restez là. Présidez-moi. Monsieur le Président de l'Union interparlementaire, vous êtes mon président. Permettez-moi, en saluant les présidentes et présidents d'Assemblée et de Sénat, les présidents de parlements nationaux, en saluant avec une déférence particulière Madame la directrice générale de l'UNESCO et vous tous mes chers collègues. D'abord, merci au nom de tous mes collègues sénateurs français. Merci d'être venus ici à Paris, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Votre présence, la qualité des débats, leur vigueur démontrent que nous avons partagé un enjeu pour l'humanité. Et que le petit prince dont je parlais hier est finalement demain celui qui va incarner l'avenir de l'humanité.
Car ce petit prince, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, et c'est pour eux que nous nous mobilisons. Nous croyons en la démocratie. Nous croyons que les hommes et les femmes dans le monde ont des droits si essentiels et que c'est ces valeurs qui nous rassemblent, nous les parlementaires, qui en sommes les garants. Alors, les valeurs de la République française, tout simplement, ils sont un message que nous vous proposons de partager, non pas comme un message dominateur, mais comme un message fraternel pour que vivent les valeurs de la démocratie. Merci beaucoup, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires.